commencer cette étude sur le tarot d'Égypte, nous allons placer le sujet dans son contexte véritable. En effet, qu'est-ce que le tarot? Par définition, le tarot est une sorte d'outil de travail qui permet de décoder, en partie, l'énigme du destin. Qu'est-ce que le destin? Le destin est un programme énergétique extrêmement rigoureux que nous devons essayer de réaliser, mais surtout d'assumer. Ce programme énergétique doit se réaliser au travers de 3 équations majeures à résoudre pour nous tous. La première représente les événements à vivre. La deuxième, la souffrance à comprendre ou à supporter. La troisième, la connaissance à acquérir. Le tarot, par sa pratique, va nous permettre de trouver soit une solution, soit une direction, soit un conseil. Qu'est-ce que le tarot d'Égypte? Le tarot d'Égypte est une synthèse entre le symbolisme classique et traditionnel du tarot de Marseille, qui sert d'ailleurs de référence de base, et la civilisation égyptienne, très marquée dans sa culture, par le mythe de Isis, sur lequel nous reviendrons. Dans cette analyse que nous allons faire du tarot d'Égypte et des 22 lames, nous commençons bien sûr par l'arcane numéro 1 qui s'appelle l'initié. Être initié veut dire être introduit dans la démarche intérieure, avoir une prise de conscience d'une autre réalité, et cette réalité sous-tend le monde manifesté. Dans cette carte, il y a un personnage avec des encouragements, une volonté d'agir représentée par les hiéroglyphes, qui signifie sur le cube ainsi marqué la vie, la force et la durée. Il y a ensuite une tunique sur ce personnage qui montre par sa transparence que la connaissance n'a vraiment rien à voir avec la position sociale des sujets. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, la connaissance est à la portée de tous. Il y a ensuite le bras gauche qui est levé vers le ciel montrant une étoile, un pentagramme, pour montrer que la bonne volonté suffit dès l'instant où l'on désire faire ce lien entre le visible et l'invisible. Tel est le message de cette première carte du tarot d'Égypte. Deuxième carte, appelée le sanctuaire dans le tarot d'Égypte. Le sanctuaire représente en quelque sorte notre jardin intérieur. Vous savez, dans cet univers intérieur, il y a des chagrins qui ne se guériront jamais. Il y a des traumatismes, mais il y a nos joies secrètes, notre espoir, notre idéal. Et le sanctuaire représente un petit peu dans cette carte cet univers que l'on aimerait réaliser ou que l'on redoute parfois. On voit ici un personnage assis qui fait le signe ésotérique, qui veut dire connaître et se taire. Le personnage est assis entre 2 colonnes d'un temple qui représentent la dualité. D'un côté, il y a le monde concret, de l'autre, le monde de l'invisible ou le monde cosmique. Cette réalité visible et invisible va nous permettre de traduire toute cette mouvance psychologique qui est à l'intérieur de nous, car n'oublions pas que dans cette carte, le tarot est véritablement le miroir de soi. Dans cette carte numéro 3, Isis, nous sommes véritablement dans la tradition ésotérique égyptienne. En effet, Isis, épouse d'Osiris et mère de Horus, représente une trinité qui est semblable en quelque sorte à la trinité chrétienne. On voit en effet Isis, qui a le pouvoir, assise sur un trône cubique où se trouve représenté l'œil. C'est l'œil de la connaissance, de la clairvoyance, le 6e sens de la féminité active. Il y a ensuite un croissant de lune sur lequel reposent les pieds de Isis, montrant ainsi ce lien entre le visible et l'invisible, entre le jour et la nuit. Il y a dans la main droite de Isis un aigle qui représente l'âme, la communication avec l'invisible réalité. Il y a dans la main droite enfin la croix de vie représentant le pouvoir sur terre. N'oublions pas que Isis est la mère cosmique qui préside le monde manifesté sur le plan visible et sur le plan invisible. L'âme numéro 4, le pharaon.
Le pharaon n'est pas en Égypte un personnage spirituel, à part Akhenaton, qui fut un des rares pharaons monothéistes. Le pharaon a le pouvoir absolu sur l'Égypte entière. Dans cet arcane, il est représenté sur un cube où il y a la croix de vie, montrant qu'il fonctionne uniquement avec l'énergie vitale. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, l'aspect concret de la vie, les conquêtes et surtout la réalisation de sa destinée qu'il croit divine. Il a sur lui le sceptre du commandement dans sa main droite, et si l'on progresse vers le haut, on s'aperçoit que l'on voit dans sa coiffure, en quelque sorte, la synthèse de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Le pharaon va essayer de rayonner sur le plan universel et d'apporter à ses sujets, sinon le bien-être, tout au moins de quoi subsister, de quoi vivre, mais surtout essayer d'être à son service. Il n'y a que cela qui l'intéresse véritablement. Le maître des arcanes représente l'initiation. Il enseigne ce qui est caché, il enseigne le plan invisible. Son école est une école initiatique. Pour y rentrer, il faut passer un examen. Et l'examen de passage, en quelque sorte, c'est essayer de résoudre le problème de l'ego, qui est l'orgueil de l'apparence extérieure. Il y a dans cette carte 2 élèves qui essaient de passer cet examen. Mais l'un est négatif, l'autre va être réceptif, ce qui explique la dualité. Le maître des arcanes possède le pouvoir. Ce pouvoir est sur 3 plans, représenté par cette sorte de sceptre à 3 dimensions, le plan physique, le plan de la communication psychologique et le plan de la réceptivité cosmique ou le plan spirituel. Il va donc donner un enseignement à la fois sur le plan concret, dans la rigueur terrestre, mais aussi par rapport à la dimension cosmique. Cet arcane des 2 routes pose le problème du choix. Nous sommes tous confrontés à cette réalité et il faut savoir qu'il faut prendre le chemin qui monte un peu plus que les autres si l'on veut faire le bon choix. Dans cette carte, il y a un personnage au centre qui est tiré en quelque sorte entre 2 autres personnages. Le premier en bleu, qui représente une femme rigoureuse qui apporte la connaissance et l'initiation, et à sa gauche, il y a un personnage plus accessible qui donne les plaisirs de la vie. Il ne faut pas sous-estimer ni l'un ni l'autre. Il faut essayer en quelque sorte de concilier les contraires, et vous remarquez que ce personnage ne sait pas où aller, car il est tiré à la fois dans les 2 sens. Surveille un chat, le chat égyptien, qui est le génie permettant d'arriver à la solution juste. Il va donner les indications sur le plan karmique de façon à apporter la solution exacte sur ce que l'on doit faire. Le char d'Osiris représente la victoire. Osiris est l'époux de Isis. Il forme donc avec Horus le fils la trinité égyptienne. Il revient victorieux des batailles, mais c'est une bataille sur soi. N'oublions pas que seul l'effort sur soi-même apprend à vaincre et à conquérir par un dépassement de l'être intérieur. Dans cette carte, il y a au premier plan 2 sphinx qui ne se regardent pas pour montrer qu'ils sont opposés. Mais le char avance droit, c'est-à-dire que Osiris a réussi à concilier les contraires. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Dans cette dualité où nous sommes tous pris, le jour et la nuit, le chaud et le froid, la joie et la tristesse, il faut concilier les contraires, c'est important. En haut se trouve l'ambiance positive d'Osiris, avec ce glaive, avec cette ambiance constructive de ses victoires, et il va arriver triomphant, accueilli par Isis qui l'attend avec rigueur, mais aussi avec reconnaissance. La balance et le glaive représentent la justice, mais la justice immanente, c'est-à-dire la justice cosmique qui n'a rien à voir avec la justice des hommes. On peut très bien avoir tort sur Terre et raison sur le plan cosmique. Dans cette carte, il y a au premier plan un glaive montrant la sentence de la justice. Elle va exécuter ce qui va être dit. Au-dessus se trouve la balance. Il faut savoir qu'en Égypte,
le cœur était le siège de la conscience et de l'intelligence, et qu'à la mort, il y avait une sorte de pesée des âmes permettant d'évaluer à la fois la dimension spirituelle de l'être, qui était équilibrée avec la plume de la déesse Maat. Si l'équilibre se faisait, eh bien l'être pouvait se réincarner par la suite dans une sorte de vie extraordinaire. Et la justice donnait son avis, son indication et son programme karmique pour le futur. La lampe voilée représente la sagesse, une sagesse expérimentale, c'est-à-dire une sagesse apprise, car l'être essaie de se dépasser soi-même pour accéder à une autre dimension, plus spirituelle. Son patrimoine est caché, représenté dans cette petite lampe qu'il a sous son manteau, montrant ainsi qu'il faut protéger la connaissance que l'on a apprise avec parfois beaucoup de difficultés. En haut de la carte, il y a une sorte de chauve-souris qui représente l'agitation du monde. Celui qui s'avance sur le chemin spirituel côtoie à la fois le sentier et le précipice. Mais il est complètement indifférent à ce qui se passe dans la réalité, car il a compris, par des prises de conscience successives, qu'il y a une autre dimension, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus évoluée et beaucoup plus initiatique. La roue de destinée, c'est la roue de la vie. On appelle cela également la meule karmique. Il ne faut pas être pris dedans, c'est évident. Dans cette carte, on voit une roue fixée à un axe à 6 branches et qui est manœuvrée par 2 forces contraires. À votre gauche, vous voyez un génie égyptien qui s'appelle Typhon, qui est le génie de la matière et qui va tirer l'action vers le bas. À votre droite, il y a Hermanubis, qui est le génie du bien, le génie spirituel, qui va tirer la dimension intérieure vers la spiritualité. Les 2 forces contraires vont faire manœuvrer la roue qui permet à l'être d'accéder à une conscience représentée par un sphinx, et cette conscience, c'est d'essayer de résoudre l'équation de sa vie ou l'énigme de sa propre existence. La force représente la féminité active. Dans cette carte, on voit Isis, qui est assise sur un trône, où se trouve représenté l'œil de la clairvoyance ou le 6e sens, cette féminité active. Et l'on s'aperçoit que la force est manifestée à tous les niveaux sans violence. En effet, Isis a réussi à maîtriser le lion, principe masculin par excellence, uniquement par sa force intérieure, par la force psychique et par sa volonté d'harmonisation dans le monde. Carte extrêmement importante dans le tarot d'Égypte qui montre que la force intérieure est de beaucoup supérieure à la force extérieure. L'essentiel est d'essayer de concilier les contraires afin d'avoir l'action juste dans la dimension juste et dans la réalisation appropriée à ce que l'on veut réaliser. Le pendu dans le tarot n'est pas un malfaiteur, c'est un initié. C'est un personnage qui a raison contre tout le monde et surtout contre l'ordre établi. Lorsqu'il est condamné au tribunal et s'il a le choix entre la sanction accepter ou être un lâche, le pendu préférera être le condamné. Cette carte représente en effet sa situation difficile, son sacrifice aussi pour ses idées. Les pièces de monnaie qui sont tombées de ses poches ne se perdront pas, elles seront ramassées par quelqu'un. Cela veut dire que ses idées vont continuer à exister, vont continuer à vivre. Il est pendu en quelque sorte entre 2 arbres, ce qui signifie la dualité. En fait, il n'a pas pu choisir entre le bien et le mal, il a essayé d'avoir une conciliation des contraires, mais il a fait surtout le sacrifice de sa vie dans l'intérêt et l'oubli de soi pour permettre aux autres de se réaliser et d'exister. La mort n'a pas de sens dans le tarot initiatique et surtout dans le tarot d'Égypte. La mort est simplement un déplacement d'existence et c'est si peu important que le nom n'est même pas marqué sur la carte. Si l'on remonte dans le dessin de cet arcane,
on s'aperçoit qu'il y a au premier plan une chrysalide. Nous sommes de la même structure. La chenille, la chrysalide et le papillon, c'est notre vie sur Terre. Nous existons, nous mourons et nous quittons le plan terrestre. Ensuite, il y a le sablier qui montre le temps que nous allons passer. On n'a pas le choix. Dès l'instant où l'on arrive à la maternité, l'avenir, c'est le cimetière. Nous le savons. La faux montre que nous serons coupés, fauchés, en quelque sorte, dans cette échéance qui nous concerne tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vie a un ailleurs. Il faut essayer de se préparer, en tout cas d'espérer. Les deux urnes représentent l'équilibre dans l'énergie de vie. Il faut savoir doser son action, il faut savoir réaliser une sorte de travail alchimique de façon à avoir une action juste dans une dimension à la fois concrète et spirituelle. Cette carte représente un sphinx avec des ailes. Autrefois en Égypte, les sphinx avaient des ailes et il est en train de verser de l'eau de vie dans une urne par rapport à une autre. Il essaie avec beaucoup de précaution, beaucoup de sagesse et beaucoup d'aptitude de doser son effort de façon à avoir l'action juste dans la dimension juste. Dans ce travail, il va être aidé par les forces cosmiques qui vont présider à l'éclosion de sa manifestation et surtout de sa réalité concrète. Typhon représente dans toute la tradition de l'ancienne Égypte le chaos de la matière. Cette matière qui est visible, qui correspond à l'apparence extérieure, qui correspond également à ce que l'on appelle l'endroit du monde, qui se voit, qui se mesure, qui s'analyse et qui obéit à ce que l'on appelle les sciences exactes, mais qui ne sont pas en fait la vraie réalité. Cette carte représente des êtres enchaînés au premier plan pour montrer la relativité des passions humaines. Il faut sortir de l'ego, de cet orgueil de l'apparence. À votre gauche se trouve un chaos montrant que la vie sur Terre est tout à fait relative, éphémère. Au-dessus se trouve Typhon, le génie égyptien, avec une tête d'âne, qui possède dans sa main droite le pouvoir absolu sur la matière et dans sa main gauche la flamme destructrice. Ce qu'il faut, c'est sortir du malaise de l'ambiance de cette carte. La tour foudroyée représente le chaos absolu. En effet, on se trouve dans une ambiance de malaise important, puisque au premier plan, sur le sol se trouvent tombés des êtres qui n'ont rien à voir avec leur mission, parce qu'ils ont failli à leur structure, ils ont failli à leur pouvoir. Il s'agit d'un roi et d'un prêtre. Le prêtre n'a pas donné sa dimension spirituelle, il s'est fourvoyé, et le roi a essayé d'imposer son pouvoir absolu de façon à en retirer un profit personnel. À ce moment-là, la foudre du divin est en train de briser leur temple. C'est un peu le symbolisme de la tour de Babel ici, qui punit en quelque sorte l'orgueil humain. Carte de malaise, carte difficile, mais n'oublions pas que parfois le destin entre dans une vie en brisant les vitres. L'étoile apporte un message d'espoir. Ne dit-on pas d'ailleurs « je fais confiance à ma bonne étoile ». Imaginez que vous êtes perdu dans la forêt et vous apercevez tout à coup une petite lumière d'un bûcheron qui est un peu retiré en tant qu'ermite. Vous y allez, il vous ouvre, il vous accueille, il vous sauve en quelque sorte. L'étoile apporte cet espoir qui est aussi une certitude. Dans cette carte, on voit Isis, qui fait partie, comme nous l'avons déjà dit, de la Trinité égyptienne. Elle est nue pour symboliser simplement que la vérité n'a pas besoin d'artifice. Elle verse de l'eau sur la terre. N'oublions pas que Isis, c'est la mère cosmique. Elle préside aussi au monde manifesté et elle préside à toute forme de création. Faisons-lui confiance, nous ne serons jamais déçus. La lune, dans la tradition égyptienne, a beaucoup d'importance. Pour nous, l'énergie lunaire est sous-estimée.
on parle davantage de l'énergie solaire. Et pourtant, l'influence est majeure dans notre vie. N'oublions pas que la Lune possède 4 quartiers, le quartier le plus important étant le premier quartier qui donne l'influence positive à toute action. Dans cette carte, il y a une ambiance un petit peu particulière de flou. C'est en effet au moment où la nuit tombe et au moment où la Lune apparaît que l'on commence à réfléchir sur le plan initiatique et que les réunions ont lieu également. Mais le voyageur qui va s'avancer doit être initié au plus haut niveau, car s'il ne prend garde, il sera piqué par le scorpion, arrêté par le chien marron, et le chien jaune, si l'énergie intérieure du sujet est valable, lui donnera la voie à suivre. Faisons confiance à l'énergie lunaire, elle est la clé de toutes les formes d'initiation. Dans l'ancienne Égypte et dans sa tradition, le soleil était divinisé. On l'appelait Ra ou Ré, le dieu étant Amon-Ra. Effectivement, le soleil amène l'aspect positif de la vie, la récolte, la maturité. Et dans cette carte, on voit 2 personnages qui sont en couple. C'est l'occasion de poser la question, est-ce que je vais trouver l'homme ou la femme de ma vie, de façon à avoir une réalité concrète par rapport au soleil extérieur et au soleil intérieur. Carte extrêmement bénéfique qui suit la Lune en fait, c'est-à-dire que le soleil est l'opposé de la Lune. N'oublions pas que la Lune est une lumière réfléchie, le soleil une lumière directe. Par conséquent, cette carte apporte l'énergie nécessaire, extrêmement positive, à tous les résultats, à toutes les réalisations et donne la clé dans toutes les solutions. Le livre sacré représente le livre de la connaissance. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ce qui veut dire que si je me connais bien à la cellule près, je connais l'univers, donc je comprends le message intergalactique de ma destinée, et je connais les dieux, ce qui fait que je comprends les mécanismes des effets par rapport aux causes du monde manifesté. Le livre sacré est donc dans ce que l'on appelle l'envers du monde. Et dans cette carte, on voit très bien représenter ce scribe avec ce livre qui possède la connaissance initiatique véritable. Cette connaissance est voilée pour le profane. Il est sûr que tout le monde n'a pas accès à cette dimension intérieure. Il faut la mériter, il faut la vouloir et il faut surtout la vivre. Dans la tradition du tarot d'Égypte, la couronne des mages représente la synthèse des résultats. Elle est l'aboutissement de tout un parcours commencé avec l'initié dans la lame numéro 1 et qui s'est poursuivi avec beaucoup de travail, beaucoup de difficultés, mais aussi des solutions apprises tout au long de ce parcours. Dans cet arcane, on voit au premier plan Isis qui est en train de jouer une lyre à 7 cordes, montrant par là que seul l'effort sur soi-même apprend à vaincre et à conquérir. Ensuite, plus haut, il y a un aigle représentant l'élément de l'air, puis un lion, l'élément du feu, ensuite un taureau, l'élément de la terre, et un personnage humain représentant l'élément de l'eau. Au centre, hexagramme ou sceau de Salomon qui préside à l'éclosion de cette carte sur le plan de sa réalisation manifestée. Le crocodile est une carte qui pose beaucoup de difficultés lors d'un tirage, car on ne sait pas quoi en faire. En fait, pour synthétiser, on peut dire qu'elle représente une sorte de kit ou double, ou tout bien, ou tout mauvais. On voit dans cette carte, au premier plan, un crocodile qui va attendre le personnage qui fera une erreur, ou qui ne la fera pas. L'obélisque devant le crocodile montre l'obstacle qui sera franchi ou ne sera pas franchi. Ensuite, le personnage qui, comme on le voit, est aveugle. Soit qu'il est inconscient, soit qu'il est vraiment aveugle. Tout va donc dépendre, dans la suite qui va se vivre, de la dimension intérieure du sujet. Si la dimension est spirituelle, alors il sera secouru par le chien et par le bâton. Sinon, l'éclipse annonce
des moments extrêmement difficiles à vivre pour la suite de son destin. Le tarot est un livre muet qui parle à chacun dans son propre langage. Un apprentissage est donc nécessaire pour essayer de l'apprivoiser, pour essayer de créer ce lien entre les propres schémas intérieurs que nous avons et le message contenu dans les différents arcanes du tarot d'Égypte. Pour cela, il y a 3 mois de travail à faire. 3 blocs en fait de 22 jours, puisqu'il y a 22 lames du tarot. Le plus simple est de commencer le premier du mois. Cela fait un repère significatif et facile à comprendre. Nous allons donc aller en travail du premier du mois au 22 du mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on pratiquer? C'est très simple. Le matin du premier mois, vous vous réveillez de bonne humeur, vous prenez votre jeu et vous le mélangez. Une petite précision, un jeu de tarot se mélange dans le sens de la hauteur, comme ceci. Vous remarquez que les cartes sont longues et à part d'avoir une grande main, on ne peut pas. C'est un jeu d'initié, un jeu sacré, donc il est respectable, il se mélange sur le plan de la hauteur. Voici donc vous-même, au réveil, le premier du mois. Vous mélangez votre jeu et après l'avoir mélangé, vous tirez au hasard une carte que vous placez devant vous de façon à bien la regarder, à bien la visualiser en quelque sorte. Vous avez tiré, mettons aujourd'hui, les 2 urnes. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se dérouler la journée? Le travail à faire est un travail d'observation. Être initié, c'est d'abord observer ce qui se passe. Et pour observer ce qui se passe, il faut essayer tout de suite d'analyser le concret de sa vie. Pour cela, il y a 2 méthodes. La première, c'est d'observer les idées. La deuxième, c'est d'observer les événements concrets, les rencontres et ce qui peut se passer sur le plan réel. Lorsque la journée est terminée, vous arrivez le soir, vous prenez une feuille de cahier, un peu comme si vous faisiez votre journal, et vous marquez ce qui s'est passé, les idées pensées et les actes réalisés. Et vous mettez à côté, aujourd'hui, premier du mois, j'ai tiré les 2 urnes. Et vous passez à la section suivante qui consiste à remettre la carte dans le jeu. Une fois cette carte remise dans le jeu, nous sommes le 2 du mois, vous mélangez de nouveau votre jeu, vous tirez une carte au hasard et cette carte vous la placez devant vous. Nous sommes le 2 du mois, vous avez tiré la lune. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui par rapport à cette carte tirée? Et le soir, vous analysez votre journée de façon à en faire la synthèse. Vous allez faire ça pendant 22 jours, puisqu'il y a 22 cartes. Vous allez me dire, et c'est vrai, qu'il y a des cartes que vous ne tirerez jamais, d'autres qui vont se répéter très souvent. Cela a une signification. En statistique, cela veut dire quelque chose. À vous de travailler et d'observer ce qui se passe. Lorsque ce travail est terminé, eh bien, au bout des 22 jours, vous avez réalisé le premier exercice, le premier travail d'initié. Vous avez un petit lien avec le tarot et c'est très simple. Il va falloir continuer et il va falloir passer à l'exercice suivant. Il va falloir apprendre à continuer et nous allons passer maintenant à l'apprentissage de ce qui va se faire dans le 2e mois. Voici donc vous-même avec vos idées dans ce 2e mois. Vous avez déjà pensé et réfléchi à ce qui s'est passé le 1er mois, vous avez fait vos petites statistiques, et puis vous allez continuer à travailler. Pour cela, vous vous réveillez toujours de bonne humeur. De toute façon, pendant 3 mois, vous serez de bonne humeur, donc c'est déjà ça de gagner. Et vous allez mélanger votre jeu, mais dans ce 2e mois, vous ne regardez pas les cartes. C'est-à-dire que vous tirez la carte au hasard, vous ne la regardez pas, vous la placez devant vous, sans la regarder. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas se faire influencer par les statistiques que vous avez pu faire le mois avant. Et effectivement, ces statistiques existent, puisque vous avez une idée, par la pratique que vous avez déjà réalisée le 1er mois, de ce qui va se passer. Et un petit lien s'est déjà créé entre les événements et ce qui se vit au niveau du tarot.
Mais dans ce deuxième mois, vous n'êtes pas influencé puisque vous ne regardez pas la carte. Vous observez la journée et le soir, vous faites votre analyse très simplement. Les idées et les événements concrets, les rencontres que vous avez eues. Arrivé automatiquement à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous faites pareil que le premier mois, c'est-à-dire vous décrivez sur votre journal ce qui s'est passé en la journée, et lorsque ce travail est fini, vous retournez votre carte, vous la retournez, et vous faites votre lien à ce moment-là entre ce que vous avez vécu et le message contenu dans le tarot. Et vous vous dites, et vous allez être surpris de voir que ça se passe comme ça, et vous vous dites ceci, il est très étrange de voir que, n'ayant pas été influencé par la carte, puisque je ne l'ai pas vue, il s'est passé la même chose que la fois dans le premier mois où je l'avais regardé. Donc, peu à peu, vous affinez votre travail et vous vous apercevez que vous regardiez la carte ou que vous ne la regardiez pas, il se passe les mêmes événements. Ceci est très intéressant et vous allez faire ça pendant 22 jours sans regarder la carte. Là aussi, il y a des fois que vous tirerez les cartes en nombre suffisant, d'autres fois, il en manquera. À partir de ce moment-là, il faut passer au troisième exercice. Cet exercice est beaucoup plus difficile. Il consiste en ceci. Vous vous réveillez toujours de bonne humeur, vous tirez une carte au hasard et vous ne la regardez pas. Nous sommes le troisième mois, le premier du troisième mois. Vous ne la regardez pas. Vous observez votre journée de la même façon que pour les 2 premiers mois. Et en ayant observé cette journée, vous faites son analyse le soir, les idées, les événements concrets. Mais avant de retourner cette carte, vous faites ce que l'on appelle de la perception extrasensorielle, c'est-à-dire que vous allez essayer de deviner quelle est la carte que vous avez tirée par rapport à l'expérience que vous avez eue dans la journée. Et vous allez être aidé en cela par les statistiques que vous allez faire, que vous avez fait d'ailleurs par rapport au premier mois et au deuxième mois. Et vous allez dire par exemple, tiens, aujourd'hui j'ai tiré telle carte, et vous vous approchez à peu près de la réalité. Vous la retournez et vous dites, c'est vrai, j'ai tiré la roue de fortune, je l'ai senti cette carte, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vécu la dualité, le choix, les difficultés. Et c'est comme cela que pendant ces 3 mois, vous allez réussir à décoder le message du tarot. Si nous résumons la situation, premier mois, vous tournez une carte au hasard le matin et vous la regardez. Deuxième mois, vous tournez une carte au hasard, vous ne la regardez pas. Troisième cas, vous retournez une carte, si l'on peut dire, et vous ne la regardez pas, mais vous essayez de la deviner. Quand vous avez réalisé ces 3 exercices, eh bien vous êtes capable de tirer au tarot, comme l'on dit, c'est-à-dire vous êtes capable de trouver une solution par rapport aux questions que vous allez désormais poser. Vous avez pratiqué pendant 3 mois le tarot d'Égypte. Vous êtes donc capable, par les statistiques que vous avez pu faire et par rapport à votre réflexion personnelle, vous êtes capable de tirer le tarot. Nous allons voir comment on peut faire avec une méthode simple. La méthode la plus simple est celle qui consiste à tirer 3 cartes. Ces 3 cartes sont prises au hasard, mais possèdent une signification spécifique. La première carte que vous allez tirer va représenter les racines de la question que vous posez. La seconde représente la balance psychologique entre le présent et ce qui va peut-être se passer. Et la troisième, évidemment, c'est le futur. Je vous ai choisi quelques exemples typiques de façon à ce que vous puissiez vous repérer. Il faut reconnaître que nous avons tous les mêmes problèmes à résoudre, les mêmes solutions à trouver. En tout cas, nous allons essayer de travailler ces questions qui nous rejoignent au plus profond de nous, de façon à donner une idée assez objective du message que peut nous apporter le tarot dans sa pratique. Dans la première question, je vous ai choisi comme thème l'amour. En effet, on peut se dire, est-ce que je vais faire une belle rencontre intéressante? Voici les 3 cartes qui sont sorties. La première représente l'initié, ce qui veut dire par rapport à ce que je vais faire une belle rencontre intéressante, que j'ai les possibilités de cette rencontre. J'ai tous les éléments pour faire ce choix et pour faire cette réalisation.
dans ma deuxième carte tirée, balance psychologique, le char d'Osiris. Le char d'Osiris m'encourage. Il va me donner confiance en moi, il va me donner la certitude de la victoire, et il va me dire « continue, car quelque chose s'annonce d'intéressant pour toi ». Encouragé par ces perspectives, nous arrivons sur la troisième carte, les deux routes. Il y a une difficulté et un avantage. Les deux routes représentent en effet un choix, mais un choix difficile, puisque, vous vous rappelez, dans le descriptif, on avait vu que ce choix se situe entre une femme qui offre rigueur, initiation et spiritualité, et l'autre des plaisirs un petit peu plus agréables peut-être, et un petit peu plus faciles, bien que cela ne soit pas incompatible, si l'on sait concilier les contraires. Donc je suis pris, non pas avec un choix, mais avec plusieurs possibilités. Et le tarot me dit, continue à chercher, observe, mais choisis bien. Et n'oublions pas qu'il faut reconnaître que le travail sur soi est important, observation et discernement, de façon à régler et à réaliser sa vie par rapport au choix qui nous est fait. On reconnaît le bon chemin à ceux qui montent un peu plus que les autres. Chaque fois que vous allez terminer une question sur la notion des deux routes données par le tarot d'Égypte, méfiez-vous. Soyez prudents, prenez la bonne direction, de façon à avoir ce que l'on appelle l'attitude juste dans la situation juste. Je vous l'ai dit au départ, le tarot peut nous donner aussi bien un conseil qu'une directive ou bien une solution. Dans ce cas précis, le tarot donne le conseil. Et ce conseil est très précis, fais le bon choix. Encouragé par le char d'Osiris, on est sûr de réussir. Tel sera le message contenu dans ce premier tirage et en tout cas dans cette première question. Sur le plan de l'amour, une deuxième question peut se poser. Nous nous la posons tous peut-être un petit peu. Est-ce que le couple que je vis va évoluer positivement? Où va mon couple? Quelle est son évolution? Quel est son avenir? Et pour arriver à une solution, eh bien, on prend trois autres cartes que l'on va mettre dans la même position que tout à l'heure, avec les racines, le présent et le futur. Et dans cette question, quelle sera l'évolution de ma vie de couple? Je me trouve en présence de trois cartes par rapport au tarot d'Égypte, la couronne des mages dans les racines, ce qui montre que mon couple a des possibilités extraordinaires au niveau de son épanouissement. Il faut reconnaître que la couronne des mages, étant la meilleure carte du jeu, me donne des possibilités extraordinaires, même si elles ne sont pas en apparence réalisées. J'ai donc dans le fond de moi-même et dans le fond du couple que je vis les ressources nécessaires pour un plein épanouissement. Mais je me heurte au centre, au crocodile. Rappelez-vous, le crocodile, c'est un qui tout double. Il ne faut pas que je m'engourdisse dans une ambiance générale, dans un bien-être facile. Il faut rester vigilant. Le crocodile donne toujours cet avertissement. Restons vigilants si l'on ne veut pas se faire croquer, si l'on veut dire, par les événements et par le crocodile. Donc j'ai une alerte ici qui me déstabilise un petit peu et qui me pose comme une alerte psychologique à moi-même. Mon couple va bien, il a de l'avenir, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que je ne suis pas très à l'aise? Il y a une petite menace que je ne perçois pas. Et la menace, la voilà. Vous l'avez en futur, le sanctuaire. En fait, je me complais trop bien dans la facilité. Et le sanctuaire me ramène à la rigueur intérieure. Il faut penser qu'avec le sanctuaire, une nécessaire observation de mon moi profond s'impose. Il faut réfléchir en profondeur, il faut essayer de repenser ma vie de couple si je veux lui donner un axe formidable. C'est comme, si vous voulez, une très belle plante qui progresserait un petit peu trop vite. Je me suis enthousiasmé au départ, j'avais un couple merveilleux, il est toujours merveilleux d'après le tarot, dans le fond en tout cas, mais sur le plan de l'expérience extérieure, sur le plan de la forme, il y a quelques petits dérapages. Alors, quand la plante a poussé trop vite, qu'est-ce qu'on fait? On met un tuteur, ce qui veut dire un redressement intérieur sur le plan psychologique, de façon à redonner de la rigueur et une direction plus appropriée en tout cas à l'axe que je veux prendre
et que je souhaite vivre dans le futur. Et si l'on réalise et si l'on accepte le conseil du tarot par ce jeu et par cette solution, alors tout ira bien pour le futur. C'est le souhait que je peux formuler pour vous. Nous allons passer maintenant à une autre question qui intéresse tout le monde, surtout dans la période actuelle extrêmement difficile, c'est le problème du travail. Je ne veux pas dire par là que le tarot va vous trouver un travail avec un bon salaire, mais le tarot va vous donner une indication sur le malaise que vous pouvez vivre personnellement. Donc on va poser une question simple, est-ce que je vais trouver le travail que je recherche? Et alors je reprends mes 3 cartes ici et je les place effectivement dans l'ordre où elles arrivent, et comme l'on a dit, c'est-à-dire la première carte sera toujours, d'après cette technique en 3 cartes, la première carte sera toujours la racine par rapport au travail que je recherche, et cette racine est sortie sous la forme de l'arcane, la roue des destinées. Une chance inespérée. La roue des destinées, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire que tout va bouger, tout va se mettre en route, si l'on peut dire, pour accéder à une possibilité. Autrement dit, me voilà encouragé au départ, dans mes racines, pour sortir du malaise dans lequel je me trouve. Mais attention, au milieu, dans la balance psychologique, deuxième carte que j'ai tirée, la tour foudroyée. La tour foudroyée déstabilise complètement ma situation. J'espérais trouver du travail, or je me trouve pris dans une structure qui va tout déstabiliser. Mais il ne faut pas que cette carte vous fasse peur. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que souvent elle impressionne en raison du malaise qu'elle nous donne. La tour foudroyée peut être très bonne ou très mauvaise. Très bonne dans le sens où l'on repart à zéro, tout est balayé, et à ce moment-là on a des bases nouvelles de structure et d'épanouissement, mais elle peut être très mauvaise si on s'accroche. Vous savez, il ne faut pas s'accrocher dès l'instant où on voit que ça ne marche pas. Le destin est vraiment en fonction d'une mouvance, d'une mobilité, d'un mouvement en avant. Et dès l'instant où ça résiste trop, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher là, il y a un travail à faire, il y a une réflexion à apporter. Et puis, troisième carte, le futur, le soleil. Le soleil me donne l'encouragement, me donne l'espoir. J'avais raison de ne pas m'en faire, j'avais raison effectivement d'apporter à moi cette croyance en ma valeur, cette confiance en moi, pour essayer d'accéder à cette possibilité, pour essayer de trouver à moi ces ressources qui vont me faire sortir de cette inertie. Dans ce message du tarot, dans ces 3 cartes qui sont tirées, en synthèse on peut dire que le tarot vous encourage. Seul l'effort sur soi apprend à vaincre, à conquérir, ne pas désespérer, appliquer le discernement. Il ne s'agit pas de rêver de façon utopique, pas du tout. Mais il s'agit de croire que les mauvais jours passent aussi. On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps, et le beau temps c'est ce que nous souhaitons, le beau temps c'est ce que je vous souhaite, et le beau temps c'est ce qui va arriver en tous les cas dans le message contenu par rapport à la question que vous avez posée. Est-ce que je vais trouver du travail? Oui, dans pas longtemps, c'est proche, et le tarot vous encourage à croire, à espérer, car cela se réalisera. Le soleil est là pour vous dire, ne perds pas confiance, je suis là pour accompagner ton souhait et ton désir, cela se fera en toute certitude. À partir de ce moment-là, il faut relâcher le stress, comme l'on dit, il faut relâcher la pression du malaise et de l'angoisse que l'on a quand on cherche du travail, laisser faire la confiance intérieure, et le jeu de l'organisation objective de la vie nous amènera automatiquement à la réalisation. Vous y arriverez. Si vous tirez un jour ces 3 cartes par rapport à un travail que vous cherchez, soyez en toute confiance rassurés, vous le trouverez. Nous allons passer maintenant à un autre problème qui concerne aussi le travail. Vous savez, nous avons tous les mêmes problèmes à résoudre, on l'a dit, mais il y en a qui ne cherchent pas forcément un travail, il y en a qui ont un travail, mais qui ne s'y plaisent pas. La joie dans la vie, c'est d'aimer ce que l'on fait et de faire ce que l'on aime. Et la question qui peut se poser est celle-ci. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais avoir une mutation, une orientation différente? Est-ce que ma vie va bouger sur ce plan-là? Alors je vous ai choisi 3 cartes pour cela, qui vont me permettre effectivement de trouver une idée ou un conseil ou une direction par rapport à ce qui va se passer. Les 3 cartes tirées par rapport à la question
sont celles-ci. En premier, dans les racines, le maître des arcanes. Le maître des arcanes me dit que si je suis dans un travail qui ne me plaît pas, c'est que peut-être je n'ai pas fait un effort suffisant, en tout cas, pour arriver à m'épanouir. C'est que la faute n'est pas forcément à l'extérieur. La faute n'est pas souvent toujours aux autres. Il faut arriver à se regarder soi-même, car vous le savez très bien, le tarot est le miroir de soi. C'est le miroir du schéma intérieur. Parfois, le tarot vous donnera un conseil très vif, très sévère. Il faudra l'accepter. Ce qui veut dire que l'ego doit se réaliser de façon à le déraciner. Il ne faut pas être trop précis, être trop fragile non plus. Mais il faut essayer de se contenter de ce qui se passe et de réfléchir en profondeur. Ici, le maître des arcanes nous amène effectivement à un retour sur soi. Deuxième carte tirée, dans la question qui est, je vous le rappelle, est-ce que mon travail va bouger, va évoluer? Isis. Une chance va se faire. Isis apporte la création, la maturité et la chance inespérée. N'oublions pas que Isis est la mère cosmique. Elle a donc toutes les possibilités, elle a tous les pouvoirs, toutes les analyses. À partir de ce moment-là, elle peut véritablement nous aider et nous aider à créer déjà dans la pensée, dans notre fort intérieur, dans nos possibilités les plus secrètes. Elle peut nous amener à créer une autre orientation de notre vie, ce qui va être encouragé par la troisième carte qui a été tirée, qui est la Lune. N'oublions pas que la Lune est une lumière réfléchie et non une lumière directe. C'est sous la Lune que se travaillent les initiations. C'est sous la Lune que la graine va germer. Elle est dans la nuit, la graine, dans le sol. Et sous l'énergie lunaire, elle va progresser, pour arriver peut-être ensuite à une sorte de maturité, afin de s'épanouir au grand jour. Donc ce jeu en 3 cartes par rapport à la question est-ce que je vais changer d'emploi, c'est oui, à condition de le vouloir, à condition de vivre vraiment mon univers intérieur, à condition de décider ce qui va se passer et à condition aussi d'avoir l'attitude juste dans la situation juste. Il faut à nous de réfléchir, il faut donc se trouver bien clair par rapport à ces 3 cartes, semer, grandir, croître en possibilités et vous aurez le résultat que vous espérez, c'est-à-dire le changement certain. Nous avons vu l'amour, nous avons vu le travail, il nous reste l'argent. C'est vrai que dans ce monde, l'argent est important et je ne connais personne qui soit indifférent aux quelques sous que l'on peut gagner en plus. C'est vrai aussi que sur le plan initiatique, il faut privilégier l'être par rapport à l'avoir, mais il ne faut pas sous-estimer le plan matériel. Si vous le sous-estimez, il vous rattrapera. Être spirituel, ce n'est pas du tout vivre très pauvrement et volontairement dans le dénouement le plus complet. Il faut faire une synthèse, une alliance entre la matière et la spiritualité. C'est pour ça que je vous ai choisi cette question, et cette question nous amène le résultat qui est le suivant. Dans la première carte que vous tirez par rapport, est-ce que ma question financière va s'améliorer? Est-ce que mon état et mon patrimoine va bouger? On tire 3 cartes. On tire la lampe voilée. La lampe voilée représente la sagesse. Dans la question d'argent, la sagesse est importante. Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans ordre, sans méthode et sans organisation. L'organisation, c'est important. L'ordre, c'est important. Et la méthode, c'est la gestion. Il faut savoir se gérer. Et si vous voulez faire de l'argent, il faut commencer par gérer des petites sommes. Alors, vous pourrez gérer plus tard des grandes sommes. La lampe voilée nous donne ce conseil, savoir se gérer. Puis, on tire la mort. La mort, l'âme numéro 2, est une transition, est une transformation. La mort dans le tarot n'est pas redoutable. La mort est une naissance intérieure, mais ce qui veut dire et qui se traduit par rapport au financier par un changement positif de la situation qui va arriver. Donc un changement s'annonce par rapport à mon évolution et par rapport à ma situation financière. Tout est lié, ne l'oublions pas. Car si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez faire des grands stages, des grands séminaires. C'est tout ce milieu et ce lien dont il faut tenir compte. L'argent est un pouvoir, il n'est pas le seul,
et l'alliance est nécessaire avec le spirituel, je le répète volontairement. Troisième carte, je dirais, l'étoile. L'étoile, c'est important, nous l'avons vu, c'est l'espoir. Et cette étoile va nous donner, en quelque sorte, la certitude que ma situation financière va s'améliorer. Ce qui veut dire, votre situation financière va évoluer positivement, mais il faut croire à son étoile. Il faut croire en effet à ce que disent les anciens. La bonne étoile existe, la chance existe. Y croire, c'est important. Vous ne pouvez pas espérer avoir une vie extraordinaire si vous ne la demandez pas. On dit souvent dans les textes initiatiques, demandez et vous recevrez. Mais si vous demandez rien, vous n'aurez rien. Donc il faut demander et voir grand. Et alors vous pouvez espérer avoir un petit quelque chose. Donc le tarot, dans ces trois cartes, et par rapport à la question financière, va nous permettre d'alléger en quelque sorte notre souci, notre poids financier, et d'alléger en quelque sorte ce malaise que nous avons quand ça ne bouge pas sur le plan concret. Effectivement, l'encouragement est là, par l'étoile qui est en l'âme numéro 3, qui nous donne la certitude, vraiment, qu'il va pour vous s'agir d'un mouvement vers le haut. C'est-à-dire que vous pouvez croire à ce qui va se passer, vous aurez une chance inespérée grâce au changement de la lame 2, et si vous avez la sagesse de gérer ce qui s'en vient, alors vous pouvez espérer agrandir votre patrimoine, changer d'emploi, c'est possible, et peut-être accéder à un niveau social plus élevé. Vous savez, il vaut mieux regarder vers le haut que vers le bas. Et il vaut mieux suivre le haut du pavé que le bas du fossé. En tous les cas, cette carte et ce jeu nous amènent à croire en votre réussite. Ne désespérez pas, il est sûr que vous atteindrez le but que vous êtes fixé. Mais attention, ne doutez absolument pas, car le doute, c'est le grain de sable qui arrête les rouages de la montre. Ne doutez pas et vous réussirez. Victor Hugo disait, le doute en l'homme le fait libre et la liberté grand. Ne doutez pas, agissez et vous réussirez. Après les questions d'argent, il est bien certain que nous sommes confrontés parfois, en tout cas la jeunesse, aux questions des examens. Les examens sont importants, parce que les examens nous permettent d'accéder à des niveaux sociaux élevés sur le plan de la hiérarchie, de la collectivité et de la société. Les examens, les diplômes ne sont pas tout, il y a un savoir-faire qui est parfois supérieur. Mais la chance dans les examens, c'est important. Vous avez parfois des mauvais élèves qui ont une chance inespérée qui vont réussir. Ils ont moins de valeur que le bon élève qui aura travaillé toute son année, mais qui ne réussira pas. Donc dans la vie, il y a un facteur travail, 95%. Il y a un facteur chance, 5%. Et il faut compter avec. Et c'est pour ça que je vous ai choisi cette question qui intéresse un peu tout le monde, parce que la chance, c'est vrai, c'est quand même important, il faut compter avec. Et les gens le disent, je n'ai pas de chance. Mais vous vous rendrez compte que ceux qui disent je n'ai pas de chance, c'est des gens négatifs très souvent. Exemple, lorsque l'on dit aujourd'hui il fait une belle journée, il suffit de dire il fait une belle journée, ça c'est positif. Mais il ne faut pas dire il fait une belle journée, on va le payer plus tard, etc. Ça c'est être négatif. Donc il faut avoir un langage extrêmement positif si vous voulez avancer et si vous voulez attirer la chance qui passe rarement mais qui peut passer très grande. Je vous ai choisi dans cette question qui est est-ce que je vais réussir mon examen, je vous ai choisi trois cartes. La balance et le glaive dans les bases qui montrent les possibilités et l'équilibre. Deuxième carte, les deux urnes qui montrent que la chance sera dosée par rapport à ce que vous vivrez sur le plan psychologique. Il faut savoir doser l'énergie d'action. Ne pas trop en faire, mais en faire suffisamment. Et la troisième carte, c'est le pharaon. Et le pharaon nous amène à la certitude que vous réussirez votre examen. En synthèse, on peut dire, si vous posez cette question avec fragilité, avec angoisse et parfois malaise, est-ce que je vais réussir l'examen de ma fin d'année? Par ce jeu et par cet exemple, je vous dis oui. Parce que vous avez l'équilibre dans les bases, donc un niveau suffisant pour arriver au résultat. Vous avez le dosage de l'énergie d'action, c'est-à-dire que vous aurez su effectivement travailler pour arriver au résultat, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement, on l'a dit. Mais vous avez surtout le pharaon qui vous amène à la certitude du résultat. Vous le savez, le pharaon a le pouvoir, il règne sur tout l'aspect concret de l'Égypte ancienne, il vous donne la clé, car il s'impose,
et il vous donne le résultat que vous avez mérité. Parce qu'on ne devient pas pharaon comme ça facilement. Si vous êtes pharaon un jour sur le plan symbolique et initiatique, cela veut dire que vous serez arrivé à ce que Goethe appelait atteindre la seigneurie de soi-même. Après l'amour, après le travail, après l'argent, après les examens, il est évident que l'on a envie de se reposer un peu, on a envie de rêver, on a envie de s'évader et de prendre quelques vacances, et on a tous envie de ça, surtout quand le soleil arrive et que les beaux jours sont là. Et pour cela, je vous ai choisi une question un petit peu spéciale, un petit peu particulière, la question du voyage. Est-ce que, dans mon année, je vais faire un voyage valorisant, ou est-ce que le voyage que j'ai envisagé, le voyage que j'ai prévu, est-ce qu'il va se faire? Alors pour cela, je vous ai choisi 3 cartes qui correspondent à un schéma typique des possibilités par rapport au voyage. La première carte que vous regardez, que vous allez voir, c'est le pendu. Vous allez me dire, le voyage commence mal. Si je suis déjà pendu avant de faire un voyage, je n'ai pas de chance d'y arriver. Et si, être pendu, c'est-à-dire faire un sacrifice. Le voyage impose effectivement un sacrifice important, c'est-à-dire qu'il faut que je me donne les moyens de faire ce voyage. On l'a vu, le pendu, c'est l'oubli de soi. Donc, si mon voyage est envisagé, il faut que je m'en donne les moyens, il faut effectivement que j'arrive à savoir comment il peut se faire. En tout cas, il faut que j'agisse, il faut que je me bouge, ça c'est sûr. Sinon le voyage ne se fera pas. En plus, l'âme numéro 2, ou arcane numéro 2, Typhon. Typhon, alors les gens, ils sont perdus quand ils voient Typhon, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte, ne vous affolez pas. C'est sûr qu'il y a un blocage, vous l'avez deviné. Le voyage est compromis. Mais ce qui est important, c'est la force en l'âme numéro 11. C'est-à-dire la 3e carte que nous avons tirée. La force va vous donner les moyens nécessaires de le faire. La force, on l'a vu, c'est Isis, réalisé. Vous savez, la femme mène le monde. On dit souvent ce que femme veut, Dieu le veut. Et c'est vrai sur le plan du tarot égyptien. La force, en sortie en 3e carte, vous donne les possibilités de traverser tous les obstacles. En tout le cas, c'est vrai que ça partait mal au départ, parce que c'était mal géré. Donc il faut parfois ne pas rester dans un engourdissement, dans une facilité, dans un laisser-aller. Il faut se secouer un petit peu. Et cette carte et ce jeu choisi va vous secouer parce qu'il va vous faire peur. Mais la peur peut être négative, mais la peur peut être également positive. Si vous savez sortir de la peur, alors vous sortirez des angoisses, vous sortirez des engrenages et vous sortirez des difficultés, des obstacles, et vous arriverez sur la force. Autrement dit, vous réussirez à faire ce voyage, si l'on peut dire, contre vents et marées, c'est-à-dire que si vous prenez l'avion ou le bateau, il n'y aura aucun risque. Les flots vous porteront dans les espaces inconnus et merveilleux, et les airs vous amèneront dans une région que vous avez bien méritée. Bon voyage en tout cas, bon vol, et soyez assurés que ce voyage réussira. En conclusion, je vous dirai ceci. Le tarot est un jeu sacré. Ne l'oubliez jamais. Si vous vous moquez de lui, il se moquera de vous. Si vous l'aimez, il vous aimera. En tout cas, dans toutes les situations, retenez ce conseil, le tarot sera toujours pour vous l'ami des heures difficiles. Bon travail, bonne évolution, bon courage et que le destin soit avec vous.